Bon, on va revenir sur ce détail qui est le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. À l'automne 2026, on prévoit 2 voies qui vont être rouvertes dans chaque direction, mais c'est juste 2 voies. C'est pas 3 voies comme c'était censé être. Ça va prendre une autre année et pour rouvrir le pont-tunnel comme il l'était, parce qu'on a changé la céramique puis on a enlevé la moisissure. Là, c'est quoi le plan de match là, pour les infrastructures au Québec? Avec nous, Pierre Barriot, chargé de cours à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Monsieur Barriot, bonjour. 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 Êtes-vous étonné par ces travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine? C'était censé coûter 1,1 milliard. On est rendu à 2,8 milliards. La job n'est pas finie. Puis finalement, ça va prendre une autre année avant de rouvrir complètement. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Bien, moi, je vous dirais, même à l'époque, quand on avait un budget au début qui était de 300-400 millions, Ouais. j'ai dit à la télévision, à la radio, dans les journaux, je remettais en question le fait de faire cette rénovation pour seulement 25 ans, pour une structure qui arriverait tôt ou tard à sa fin de sa vie utile. Et je faisais le parallèle avec le pont Champlain, où là, on avait des idées plutôt de recommencer à neuf. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est de plus en plus, on arrive vers le coût d'un nouveau tunnel ou d'un nouveau pont pour rénover quelque chose qui va durer 25 à 40 ans. On aurait pu avoir quelque chose qui aurait une durée de vie de 150 ans. Et en plus, le pont Champlain n'a pris que 3 ans et demi à construire. Là, ça va faire 5 ans là, qu'on est sur le tunnel. Oui, non, c'est un chantier de longue haleine qui on a hâte de voir littéralement la lumière au bout du tunnel, mais c'est très ardu. Moi, je fais toujours le parallèle à rénover une maison patrimoniale. C'est ça, travailler dans les ponts et les tunnels anciens. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on ouvrait, on découvrait que la situation était bien pire qu'on croyait. Ouais. Et ça, combiné avec l'inflation de la période COVID, ça a eu un impact désastreux tant sur le chantier que son budget. Comment vous expliquez ça, vous, de l'extérieur, M. Barriot, là, le déficit du maintien des infrastructures au Québec? On parle de 40 milliards de dollars. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je vous dirais, là, c'est bien plate, mais comme disait Maurice Duplessis, on ne gagne pas des élections avec des rénovations. Je le paraphrase, mais C'était vraiment ça. Tu sais, c'est un nouveau pont. Duplessis disait on avait 3 coupures de ruban, on peut gagner 3 élections. Tu sais, refaire un toit d'un garage de la STM, là, tu ne vas même pas aller chercher un seul vote à l'élection. Je veux dire, c'est des choses qui sont très coûteuses, qui sont très plates, puis qui sont pas sexy, puis qu'aucun politicien veut financer. Les politiciens veulent financer le RAM de l'Est, ils veulent pas financer la réfection du tunnel puis le nouveau système de signalisation du métro. Et c'est la même chose avec le réseau routier. Mais là, est-ce qu'on est en train de perdre la bataille des infrastructures au Québec? Oui. Je vous dirais, année après année, le taux de dégradation des infrastructures est beaucoup plus élevé que le taux de financement qu'on met. Donc, ça veut dire que ça use plus vite qu'on répare. On l'a vu à Montréal, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, là, mais pour le réseau d'aqueduc, je pense qu'on est aux alentours de, je crois, ils ne sont pas là-dessus, je pense que c'est juste 60% des investissements qui sont nécessaires. On le voit, la dégradation avec les nids de poules. Les nids de poules à Montréal, c'est symptomatique d'un sous-financement depuis l'administration Jean Doré, en fait. Le réseau tout routier, il paraît, lorsqu'on le conduit dessus, que c'est mieux. Et sous la CAQ, on a financé massivement le resurfaçage et le repavage de nos autoroutes, mais on a lourdement sous-financé les ponceaux et les viaducs. Donc, les conditions ont de l'air meilleures, mais le déficit, il augmente. Et bientôt, on va frapper un mur avec nos viaducs et nos ponceaux parce que là, on va être obligé de travailler là-dessus. Mais on est allé plus dans l'apparat et de donner plus de dollars d'impact positif. Mais comme les fermetures qu'on a eues d'urgence dernièrement sur la Rive-Nord, on doit s'attendre malheureusement de plus en plus de ça vu le niveau de vétusté de nos infras. C'est vous, ça, M. Barriot, qui avait dit, il me semble, j'ai lu ça dans les médias, qu'on aurait dû construire un pont au lieu de refaire le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. D'abord, on n'aurait pas créé les bouchons qu'on connaît, puis 2, ça aurait coûté moins cher, puis ça aurait pris moins de temps.
Exactement. C'est malheureusement l'infrastructure du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine était conçue à une période où on planifiait sur le 50 à 70 ans. Maintenant, on construit les infrastructures pour 150 ans. C'est sûr, avec des rénaux en chemin, mais rien de majeur par rapport à ce qu'on fait. Le pont-tunnel, c'est un peu comme l'autoroute métropolitaine. À chaque fois qu'on la rénove, on dit que c'est la dernière fois, avant de refaire la prochaine fois. Et j'oublie toujours le nom en français, mais c'est the law of diminishing returns. Ça nous coûte de plus en plus cher pour avoir de moins en moins de choses. Et après un bout de temps, il faut savoir débrancher et construire un neuf. Alors, quoi, ça prendrait un embargo sur les nouvelles constructions? Non, c'est plutôt, il faut avoir une réflexion solide, complète sur c'est quoi les cycles de durée de vie de nos infrastructures. On le sait, on a l'échangeur Saint-Pierre qui s'en vient, on a un des deux ponts Mercier qui s'en vient, on a la métropolitaine qui s'en vient, on a plein de ponts entre Laval et Montréal, entre Laval et la Rive-Nord à faire. On a des beaux trucs à Québec aussi, hein. Avec le pont La Porte, là, on le sait, là, ça va pas être un dossier facile. On regarde avec le pont de Québec, qu'est-ce qu'on va faire avec aussi. Il y a un pont qui va être construit sur la Côte-Nord, là, où ça débouche sur rien, il n'y a pas de route. Puis en même temps, depuis 1909, on demande un pont entre Tadoussac et la baie Sainte-Catherine, puis on refuse de le faire. Mais ça encourt des frais de traversier. On dirait qu'il n'y a pas de plan de match. Bien, je vous dirais, en termes d'infrastructure au Québec, on a décidé de politiser nos choix et on a décidé de vivre avec ces conséquences-là. Si on dépolitisait les projets et on se faisait des réels plans de transport pour des durées de vie de 30, 50, 80 ans des infrastructures et qu'on les planifiait d'une façon intelligente, on serait en mesure de pas toujours être en gestion de crise, mais en gestion d'actifs. Et présentement, on est trop à zut, c'est déjà usé, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Quand vous dites politiser, là, M. Barriot, là, je pense que c'est une idée assez formidable, ça, de sortir la politique, la petite politique, l'intention de vote, d'aller têter des votes et de voir quels sont les besoins pour occuper le territoire de façon efficace, puis de laisser faire si on va profiter d'élections ou pas, là, de s'occuper des infrastructures pour les infrastructures. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce qu'on fait à l'extérieur du nord-est du Canada et des États-Unis. Par exemple, ce qui se passe à Los Angeles, ou à Los Angeles depuis les années 70. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un référendum avec une taxe spéciale, puis on dit cette taxe-là va financer les 63 projets suivants. Et cette taxe-là finance les 10 projets, basés sur le fait qu'on prévoit qu'on n'aura aucun financement externe. Et si jamais on a du financement externe, on peut juste accélérer le calendrier et ajouter des projets. Mais la liste de projets, elle est immuable, on ne peut pas la toucher et on la réalise. Et c'est comme ça que Los Angeles a développé le deuxième plus grand réseau de tramway aux États-Unis, a relancé un vaste réseau de trains de banlieue, a bonifié ses autoroutes, ses pistes cyclables, tout, parce qu'il y avait une planification intelligente. C'est la même chose à Seattle, qui est un des plus grands réseaux de transport collectif aux États-Unis. C'est la même chose. On fait un geste hyper politique de est-ce qu'on investit dans nos infrastructures? Une fois que les citoyens disent oui, c'est parfait. Après ça, taisez-vous, politiciens, sortez de là. On a notre liste de projets, on vous revoit dans 25 ans. Mais là, on dirait qu'on est pontophobe au Québec. Là. Je regardais ça, on a 7400 ponts, là, sauf erreur, au Québec. Je voyais à Pittsburgh, qui est une ville, une population équivalente à Montréal, ils ont 446 ponts. À Montréal, on en a 14 ou 15. On a peur des ponts, là. On a peur de construire des ponts. C'est certain qu'à Pittsburgh, c'est des ponts plusieurs sont beaucoup plus courts. Ouais. Mais effectivement, ils ont énormément d'infrastructures, entre autres leur pont jaune, dont j'oublie le nom, là, qui est iconique. Mais c'est des villes qui s'occupent de leurs trucs et il faut le faire pour s'en sortir. Et présentement, ça a un impact négatif sur notre économie et sur l'attractivité du Québec pour les employeurs et les grandes entreprises. Bon, alors là, on est devant un fait accompli. On politise les projets d'infrastructure et pendant ce temps-là, on ne règle pas les problèmes de circulation, de transport collectif, d'occupation du territoire. Exactement. On regarde le projet du REM de l'Est, annoncé la première fois en 1973. La ligne bleue dans l'Est, 1970.
c'est pas des nouveaux projets. On peut même pas se permettre le luxe de rêver des nouveaux projets routiers ou collectifs au Québec. On n'a même pas encore fait ceux qu'on avait besoin dans les années 70. Eh ben, pas en retard à moitié. Pierre Barriot, chargé de cours à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Mais un gros merci. À la prochaine. À bientôt. Bye.